Bon, on va revenir sur les dossiers Epstein parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses. J'en ai pas parlé depuis quelques jours, donc il est temps de faire un gros check-up, surtout qu'on vient d'apprendre, eh oui, grâce au journal Marianne, on vient d'apprendre qu'en fait, tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de voir, les 3 millions de documents qui ont été publiés sur le site du département américain de la justice sur Epstein, eh ben en fait la France elle le savait depuis 6 ans, puisque déjà courant 2020, à cause de l'affaire autour de Jean-Luc Brunel, eh bien la France avait déjà tous ces éléments-là, sauf qu'il n'y a jamais rien eu qui n'a été fait, d'accord? Rien du tout. Et c'est seulement maintenant, 6 ans plus tard, une fois que tous les clampins de base de France et de Navarre sont au courant, que maintenant, toute l'élite en France là est en train de paniquer, t'en as qui démissionnent, d'autres qui prennent des coups de pression, et d'autres qui font sûrement chanter absolument tout le monde. Bref, c'est un gourbi monumental et on va regarder tout ça. Donc comme je l'ai dit, les révélations du journal Marianne, comme quoi toute la France en fait savait depuis 2020, sont assez catastrophiques, n'est-ce pas? On va revenir sur un petit peu tout ça justement, on a pas mal de petites choses à voir à droite à gauche. On commence ici par ce cas-là, le cas Dieudonné dans les dossiers Epstein qui est assez intéressant. Et qui révèle qu'il y a bien des gens, puisque là maintenant ça y est, c'est marqué noir sur blanc, donc maintenant on le sait, il y a bien des... Enfin, c'est pas qu'on le sait, on le savait déjà, mais on en a la preuve, c'est-à-dire que maintenant c'était plus du tout une théorie du complot. Il y a bien des gens qui décident de ce qui doit être montré, ce qui doit être dit, ne pas être dit, etc. Censuré, pas censuré. Et ici, on voit en fait, suite à une suite d'échanges entre Epstein et Ariane de Rothschild, eh bien, ils ont fait censurer Dieudonné. Oui, messieurs, dames, Dieudonné, parce que il y a une dizaine d'années, eh bien, il avait fait un spectacle en 2013 qui n'avait pas plu du tout à Ariane de Rothschild, puisque il devait y dénoncer les choses qu'il y dénonce souvent. Et évidemment, ces gens-là ont pété un câble. Résultat, apparemment, quelques jours en fait après ce mail-là, c'est là qu'a commencé la censure de Dieudonné en France. C'est lunaire. C'est lunaire, on le savait, et maintenant on en a la preuve. Voilà, c'est devant nos yeux, c'est assez intéressant. Ici également, on a Frédéric Chasselin, vous savez, ce musicien proche des J, etc. Il a été mis en cause pendant un certain nombre de fois dans les dossiers Epstein et tout. Et en fait, il dit que non, il le connaissait pas, etc. Que voilà, il y a des échanges farfelus qui circulent entre lui et Epstein et blablabla. Voilà, j'ai échangé de façon occasionnelle et parfaitement transparente des courriels avec Epstein entre 2013 et 2019. Pendant 6 ans quand même. C'est pas mal 6 ans, c'est pas mal. Eh bien, il s'est mangé une note de la communauté, voilà, par des gens qui lui disent Frédéric Chasselin a trouvé une fille pour Epstein, c'est lui-même qui qui l'a annoncé du coup fièrement à Epstein par mail. Voici le mail. On va regarder le mail et vous allez voir que tout est écrit dedans. Donc c'est dans ce mail ici, et vous voyez ici, il y a des échanges qui commencent en disant voilà, elle est étudiante en philosophie, elle a 21 ans, on dirait qu'elle ressemble un petit peu en fait à la femme de Roman Polanski. Et ici du coup on a Epstein du coup qui répond super le 27 septembre. Ici on a du coup Frédéric Chasselin qui nous dit j'ai oublié, et évidemment elle parle du coup un parfait franco-espagnol anglais, voilà, elle parle ces 3 trucs, et elle s'appelle Frederica Amelia Finkelstein. C'est marrant, le nom me dit quelque chose. C'est rigolo. Dis donc, est-ce qu'on serait pas encore sur le même genre de personne? C'est fou, hein. C'est fou. Bref, je sais pas pourquoi je me suis perdu dans mes dossiers là. Hop, on redescend tout en bas. Bref, donc voilà, il s'est mangé du coup une note de la communauté qui est assez intéressante, puisque au final, il se ridiculise lui-même, n'est-ce pas? Ici également, on a ceci. Lord Mandelson démissionne de son poste du parti Labour, donc le parti de gauche, des socialistes, après les révélations du coup des fichiers de l'affaire Epstein. Eh oui, c'est lui ça. Comme c'est marrant, c'est lui dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein, où justement on le voit comme ça en slip avec une meuf. On sait pas trop qui est la meuf, elle a le visage encore en carré. Apparemment c'est pas forcément une victime random entre guillemets. Ça a l'air d'être quelqu'un qui en tout cas fait partie un petit peu de cette élite là, mais il y a eu coucherie hors relation, hors truc apparemment. C'est un peu bizarre. Bref, il y a pas mal de théories là-dessus, mais en gros c'est bien lui, pris en photo par
Epstein en slip, en calbute, comme ça, avec une meuf qu'on ne connaît pas, avec un espèce de classeur de je ne sais quoi. Et du coup, bah, il a démissionné de lui-même. Voilà, il y en a beaucoup qui ont démissionné. Et bien, lui, il en fait partie, tout simplement. Ici, on a notre bon Mélenchon, qui est un des seuls à parler, enfin, un des seuls en termes de, je parle pour LFI, c'est un des seuls partis à parler vraiment, quasi quotidiennement, tous les 2-3 jours, de l'affaire Epstein, en fait. C'est absolument fou. Mais vraiment, il y a que qui en parlent. C'est Antoine Léaumont qui a demandé une commission d'enquête sur Jeffrey Epstein, d'accord? C'est pas les partis de droite, les partis de je ne sais quoi. C'est lunaire. Et en même temps, quand tu vois à quel point ils ont mis du temps pour se réveiller sur Morandini, bon, c'est pas vraiment très étonnant non plus. À droite, hein, je parle notamment. Et vous avez d'autres magazines comme Frontières qui n'en parlent absolument pas et qui gardent leur petit siège au chaud chez CNews, hein, c'est rigolo. Jeffrey Epstein négocie en 2018 un investissement secret dans le Designer Babies, donc des bébés génétiquement modifiés, avec le biohacker Brian Bishop, également programmeur Bitcoin et contributeur Bitcoin Core. Le but de cette société est de permettre aux parents de choisir des traits transgéniques ou améliorés, comme une croissance musculaire sans entraînement, une intégration des gènes de super centenaires pour une longévité accrue, etc. Hein, c'est de l'eugénisme, voilà. Normalement, l'eugénisme, ça se fait de manière assez naturelle, hein, par la vie et par l'évolution. Eh bien ici, c'est des gens qui veulent, justement, hein, c'est une théorie, hein, depuis 30-40 ans, vraiment, l'eugénisme, on en entend parler de plus en plus, il y a pas mal de choses autour de tout ça, et il y a des gens qui ont déjà réussi à faire des trucs intéressants, donc c'est une réalité, l'eugénisme, et ici, du coup, on a, en 2018, un investissement apparemment entre Jeffrey Epstein et ce mec-là, pour, justement, une entreprise un peu comme ça, d'eugénisme sur des bébés. Intéressant. Ici, c'est pareil, c'est rigolo, hein, le monde est petit, entre guillemets, mais le youtubeur franco-canadien nationaliste Jean-François Gariepi, je ne connais absolument pas cette personne, avis à tous les Québécois, vous devez sûrement le connaître, aurait eu des relations avec des filles handicapées mentalement. Jeffrey Epstein lui aurait aussi fait un don de 25 000 $ pour lancer sa chaîne YouTube. Vous avez pareil les échanges de mails. C'est intéressant. Ici, on a une photo, du coup, dans la maison de Jeffrey Epstein, qui nous montre 3 hommes dont l'un ressemble fortement à Jack Lang aux côtés de Woody Allen et d'Epstein. Du coup, un cliché qui a l'air de dater des années 90, hein, voilà, 90-2000, où en fait, vous avez une photo, comme ça, une photo de la pièce, et en fait, à droite, vous avez des petits cadres, d'accord? Et dans ces petits cadres, si on zoome fortement, on voit ici un truc très intéressant, on a l'air d'apercevoir un petit Jack Lang, juste ici, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, et ici, pareil. Mais là, on dirait vraiment Jack Lang, hein. La coiffure, le visage assez fin, un peu un visage aquilin, parce que normalement c'est l'aîné, mais c'est voilà un visage un peu pointu, un peu taillé en pointe vers le bas, un visage de franc-maçon inversé. Oh non, je rigole. Mais en gros, voilà, on dirait vraiment lui, hein, c'est très très bizarre, très 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 chelou. Ici, on a Pierre Sautarel qui dit quelque chose de très intéressant. Ce que révèlent les mails d'Epstein, ce n'est plus qu'un scandale, mais l'état du monde occidental. Une aristocratie mondialisée, sans sol ni patrie, soudée par l'argent, le sexe, le chantage et les privilèges. Elle vit au-dessus des lois et du suffrage. Nos dirigeants nationaux n'y sont plus que des commis, intermédiaires dociles d'un pouvoir qui n'a même plus besoin d'eux. Totalement, totalement. C'est un bon résumé. La future reine de Norvège est éclaboussée par l'affaire Epstein. Entre 2011 et 2014, de nombreux courriels révèlent une proximité embarrassante entre eux. Et oui, elle le qualifie de très charmant. Elle lui demande s'il serait inapproprié du coup de montrer à son fils une image de femme nue. Et lui écrit que Paris est bien pour l'adultère, mais que les Scandinaves font de meilleures femmes. Donc en gros, elle voulait se taper Epstein, hein. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien, mais bon, je pense qu'elle voulait se faire un peu déglinguer le fondement, donc c'est un peu bizarre. Mais, ou peut-être des trucs un peu plus chelous, hein, qui sait. Son nom apparaît plus de 1000 fois dans les documents. Elle y admet une erreur de jugement. Ouais, pendant 3 ans, de 2011 à 2014, c'est une erreur de jugement. Hein, l'erreur de jugement, tu vas la faire pendant quelques mois, tu la fais pas sur 3 ans. Faut arrêter les conneries. Et Epstein s'est énormément rendu en Norvège, il y a pas mal de déplacements qu'il a fait là-bas, etc. Il a connu pas mal de gens, et il est très très proche, hein, du coup de elle, là, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle a un nom là, c'est je sais pas quoi là, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais j'en ai déjà parlé en plus dans une autre vidéo à l'époque où son fils en fait est en train d'être jugé actuellement ou dans quelques mois pour des V, hein, sur pas mal de nanas, etc. sur fond d'usage de drogue et compagnie. Donc une aristocratie qui fait rêver, hein, n'est-ce pas?
Un gynécologue français a été complice de crimes, des crimes d'Epstein. Et oui, puisque, regardez, dans un échange de 2012, le frère de Jeffrey Epstein lui demande explicitement s'il se souvient du nom du gynéco chez qui il a envoyé ses victimes. Jeffrey Epstein répond en demandant s'il s'agit bien de New York. Son frère confirme ensuite qu'Epstein les envoyait notamment chez un gynécologue à New York, au point que celui-ci aurait reconnu qu'Epstein le faisait vivre à lui seul. Évidemment, hein, oui, vous savez pourquoi. Dès lors, la teneur non équivoque de cet échange, conjuguée à l'absence de certitude d'Epstein quant au lieu d'exercice du praticien, j'arrive plus, soulève de sérieuses questions lorsqu'on sait qu'il résidait fréquemment dans son appartement parisien. Intéressant, toujours les petits liens assez rigolos. Des vidéos versées au dossier Epstein montrent des femmes partiellement dénudées et exécutant des danses privées pour Jeffrey Epstein dans son appartement du 16e arrondissement avenue Foch. La pièce filmée correspond à celle bien visible où du coup l'ex-ambassadeur britannique, donc Peter Mandelson, était un visiteur régulier ainsi que d'autres personnalités dont le prince Andrew y aurait également séjourné. Et vous voyez ici la pièce qui est comme ça et en fait on voit la photo qui a été prise par comme ça avec l'ambassadeur là. Bah en fait elle correspond totalement à cet endroit-là. Il y a juste la lampe ici qui n'est pas au même endroit. Mais c'est exactement le même revêtement sur les murs, la même fenêtre ici. Enfin bref, c'est une catastrophe. Et dans son appartement, il y avait des micros, des caméras, il y avait des trucs de partout. Ça devait être vraiment très intéressant, je pense. En vrai, ça doit être intéressant de regarder. Ça fait très longtemps, enfin beaucoup trop de fois que je dis intéressant, mais c'est parce que vraiment, moi, je regarde ça avec un œil curieux et intéressé. Bref. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, il nous reste encore pas mal de petits trucs à voir. Jeffrey Epstein a demandé à une femme non identifiée d'acheter un costume de Blanche-Neige quelques semaines seulement avant des échanges de mails entre l'ancien patron de la banque Barclays, Jess Staley, évoquant du coup ce personnage. Donc lui a parlé avec Jeffrey Epstein en parlant de Blanche-Neige et tout. Et après, du coup, il y a eu une demande à une femme non identifiée d'acheter un costume de Blanche-Neige. Ah, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Dis donc, petit monsieur, il a reçu la visite de Blanche-Neige. Hein, je pense qu'il a essayé de jouer le rôle des 7 nains et il a littéralement fait Blanche-Fesse et les 7 mains, n'est-ce pas? Ariane de Rothschild n'était pas seulement proche d'Epstein. Le site d'extrême gauche Street Press gravitait lui aussi dans son entourage. Et comme le dit Gabriel de Varenne, c'est tentaculaire. Peter Loughborough, aide de Charles III et ex-commandant de la protection royale à Scotland Yard, aurait supervisé l'envoi de policiers métropolitains logeant chez Jeffrey Epstein pour protéger le prince Andrew lors d'un voyage à New York en 2010. Les emails récemment publiés par le Department of Justice montrent que les officiers ont séjourné dans le manoir d'Epstein à Manhattan avec un accès complet et des codes temporaires, et qu'Andrew avait confirmé la nécessité de cette logistique. Epstein avait déjà été condamné en 2008 pour sollicitation de PP sur mineurs, etc. D'autres documents indiquent qu'Andrew a également séjourné dans l'appartement parisien d'Epstein en 2009, alors que le financier était sous contrôle judiciaire. Et Loughborough est devenu Lord Steward du roi Charles en 2023, et il est au centre de ces révélations. Intéressant, ah, c'est rigolo. C'est rigolo toute cette petite élite mondialiste. Les fichiers mentionnant Macron dans les dossiers Epstein sont en train de disparaître. Ça, c'est une autre dinguerie qui est absolument folle. Mais quand je vous dis folle, c'est que on s'en aperçoit en fait à vue d'œil. Qu'est-ce qu'il se passe en fait pour que tout simplement les dossiers Epstein autour d'Emmanuel Macron disparaissent à ce point en fait. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit ça? 186 résultats. Lui qui apparaissait dans je ne sais plus combien de résultats avant. Il y en avait 198 ici. 187, ok? Et là, maintenant, vous avez seulement 186 résultats. Et la France, etc., et des mots-clés reliés de près ou de loin à la France ou à des personnalités françaises disparaissent de plus en plus. Mais quand je vous dis de plus en plus, c'est qu'il y a vraiment un effacement qui est fait de toutes ces données-là. C'est un truc de fou. Mais vraiment un truc de fou. Regardez ça, il y en avait 217, pardon, il y a quelques jours. Le 9 février, voilà, il y a une journée et demie, il y avait 217 résultats. 217. On en est à 186. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est très intéressant. L'appartement de Jeffrey Epstein à Paris était évalué à 8,6 millions d'euros en 2019. Voilà, c'est une info que je vous place là, vous en faites ce que vous voulez.
Alors que Macron disait hier, donc oui, Macron s'est exprimé là-dessus en disant que c'est normal qu'en France il n'y ait pas grand-chose puisque c'est une affaire exclusivement américaine, etc., etc. Et pourtant les dossiers qui disparaissent, ce sont tous les dossiers qui ont un rapport de près ou de loin avec la France et des élites françaises. Hein, c'est quand même très étrange, comme je viens de vous le montrer là par exemple pour Macron, où en l'espace de quelques jours on a perdu quasiment une quarantaine de dossiers. Enfin une trentaine de dossiers, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et donc, alors que Macron disait hier que l'affaire Epstein ne concerne surtout les États-Unis, on apprend à l'instant que le ministre Barrot, donc Jean-Michel Barrot, non, c'est pas Jean-Michel, c'est. Si, c'est Jean-Michel, je sais plus comment il s'appelle. Jean-Machin Barrot, là, saisit le procureur de la République sur le cas de Fabrice Haydan, secrétaire des Affaires étrangères, lié au fichier Epstein. Hein, donc c'est bizarre, hein, c'est que la France, que les États-Unis. Enfin, c'est que les États-Unis et pas la France, mais on va quand même commencer à engager des poursuites parce que c'est bizarre. Hein, donc c'est l'article 40, hein, tout simplement une procédure pénale pour signaler les faits présumés mettant en cause Monsieur Fabrice Haydan. Très intéressant. Et c'est Jean-Noël, voilà, c'est pas Jean-Michel, c'est Jean-Noël. Jean-Michel Barrot. Ah, Jean-Michel, il a un sacré barreau. Hein. Ah mais oui. Oh le lapsus incroyable, Jean-Michel Trogneux. Hein. Jean-Michel a un sacré barreau. Hein. Oh la vache, putain, désolé pour ce lapsus. Affaire Epstein, un accord financier avait été trouvé en 2009 entre Brunel et le franco-algérien Daniel Amar Siad, tous les deux rabatteurs présumés de jeunes femmes pour Jeffrey Epstein. Dans un mail transféré ensuite à Epstein, voici ce qu'écrit Jean-Luc Brunel au sujet de Daniel Siad, aujourd'hui accusé de V en France. Dominique, voici le numéro de compte bancaire d'Amar Siad. Nous lui verserons 3 000 € par mois pendant 6 mois pour ses services de recrutement. Pour tous les mannequins qu'il nous enverra, nous lui verserons une commission de 5% sur leurs revenus. Je suis en train de préparer un contrat écrit, vous pourrez transférer l'argent dès maintenant, merci. Intéressant. Yael Braun-Pivet, messieurs, dames, présidente de l'Assemblée nationale, indique être opposée, voilà, Yael Braun-Pivet qui s'oppose à la création d'une commission d'enquête parlementaire proposée par LFI sur le volet français de l'affaire Epstein. Elle ne veut pas qu'on enquête sur le côté français de l'affaire Epstein. Oh, mais tiens donc, mais pourquoi ça ? C'est bizarre. Hein, c'est bizarre, c'est étrange. Une Suédoise de 56 ans a porté plainte ce mardi à Paris. Bah oui, et là vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien parce qu'elle affirme avoir reconnu tout simplement son V, hein, son VR, sur une photo publiée dans les dossiers Epstein. C'est ouf. Pour bien comprendre l'affaire de Fabrice Haydan, on a donc Fabrice Haydan qui est un diplomate du Quai d'Orsay et qui a été détaché à l'ONU à New York de 2005 à 2013. Les premiers échanges qu'il a eu avec Epstein ont lieu en 2010. En 2016, Epstein lui envoie un mail avec pour objet un scandale de Edo nanana étouffé par le Quai d'Orsay. Donc ça, c'était en mail, en objet du mail. Cette affaire étouffée remonte initialement à 2013. Un diplomate français, dont le nom n'a pas été révélé, qui était donc détaché à l'ONU à New York par le Quai d'Orsay, hein, donc possiblement ce cher monsieur, a fait l'objet d'un rapport du FBI pour consultation de sites ou fichiers blablabla, il a quitté du coup précipitamment les États-Unis et a été rapatrié en France. Aucune poursuite légale n'a été retenue contre lui, car les faits n'ont rien d'illégal. Intéressant. Une diplomate des Émirats, donc elle s'appelle, je vous mets son lien là, enfin son nom, hein, j'ai la flemme de le prononcer, qui était du coup directrice des droits humains des États-Unis, enfin de l'ONU, a écrit à Jeffrey Epstein « Elle est encore plus jolie que moi », en parlant de sa propre sœur qu'elle voulait lui proposer. Et sur les réseaux, tout le monde parle d'une sœur de 13 ans à l'époque, hypocrisie niveau maximum, elle bossait à l'ONU sur le droit des femmes après ça. Bref, donc après, bon, ça reste... Il y a le mail ici qui est un peu chelou. Encore une fois, ça reste à interprétation, n'est-ce pas ? Et puis les comptes comme Wolf et comme plein d'autres sont beaucoup de comptes qui relayent pas mal aussi de faux trucs et tout. Donc est-ce que vraiment ça c'est vrai ou pas ? On n'en sait rien. Dans tous les cas, il y a eu ce mail qui a été échangé. Et c'est très bizarre hein, qu'une meuf qui était directrice du coup pour les droits humains chez les... Pourquoi j'ai dit l'ONU tout à l'heure ? C'est pas l'ONU, c'est les Émirats Arabes Unis. Hein, donc les Émirats tout simplement, eh bien parle à Jeffrey Epstein, hein, c'est très intéressant. La boîte mail de Jeffrey Epstein et ses emails étaient dans les mains de la justice française depuis 6 ans, messieurs, dames. Depuis 6 ans, la France sait. Et on a la confirmation par Grok. Hein. Les sources indiquent que la justice française a eu accès à des emails d'Epstein depuis l'affaire Brunel en 2020, mais sans poursuite publique jusqu'à la récente publication massive des documents en janvier 2026. Donc ils savaient tout ça. Hein. Ils savaient tout ça.
Ils avaient au moins une bonne partie des documents, mais rien à foutre. Bref, c'est là-dessus, sur cette révélation absolument folle, qu'on se laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Désolé pour cette petite vidéo, petite de 20 minutes. On se dit à la prochaine. Hein, je pense qu'on n'en a pas du tout vu la fin en fait de toute cette histoire-là. N'hésitez pas à venir sur le live de ce soir où je reçois du coup Teddy en roue libre, où justement on abordera aussi pas mal ces dossiers Epstein, etc. Bref, ce soir 21h en live. On se dit à la prochaine. Ciao, prenez soin de vous. Bisous.